Un homme riche a acheté tous les bonbons juste pour les écraser devant le garçon, en lui disant qu'il ne sortirait jamais de cette vie. Quelques jours plus tard, lors d'une réunion, l'homme a été surpris de retrouver le même garçon. La cloche de la porte en verre de la pâtisserie tinta doucement, annonçant l'entrée de Pierre Leclerc, un homme dont la réputation précédait son nom. Dans le quartier modeste où il se trouvait, sa présence contrastait autant que sa tenue, un costume italien sur mesure, une montre en or scintillant et une expression empreinte de froideur calculée. À l'intérieur, les étagères regorgeaient de pâtisseries impeccablement présentées, éclairs au chocolat, tartelettes aux fraises et macarons multicolores, un spectacle qui attirait inévitablement tous les regards. Près de la vitrine, Julien, un garçon d'à peine 10 ans, était là, debout, ses doigts serrés sur une sacoche usée. Ses yeux, grands et pleins de rêves, étaient rivés sur les douceurs. Il ne les regardait pas comme un enfant capricieux, désirant une friandise, mais avec une fascination presque respectueuse, comme si chaque gâteau représentait un monde auquel il n'appartiendrait jamais. Pierre remarqua le garçon sans le moindre intérêt initial. Il fit un signe au pâtissier derrière le comptoir, un homme d'âge moyen qui s'empressa de venir à son service. « Tout, je veux tout ce que vous avez en présentoir », ordonna Pierre avec un calme glacial. Le pâtissier hésita une fraction de seconde, visiblement surpris. « Absolument tout, monsieur ?» Pierre hocha la tête, impatient. « Oui, emballez-les rapidement. » Julien, entendant cela, détourna ses yeux des gâteaux pour regarder Pierre. Un mélange d'émerveillement et d'envie traversa son visage. Ce monsieur pouvait acheter tout cela d'un simple mot. Une vie de richesse et de pouvoir, si éloignée de celle de Julien, qui n'avait même pas de quoi s'offrir un croissant. Lorsque Pierre reçut les boîtes soigneusement empilées, il ne partit pas tout de suite. À la surprise générale, il se dirigea vers une poubelle en métal placée à l'entrée de la pâtisserie. Sous les regards horrifiés du pâtissier et du garçon, il ouvrit une à une les boîtes et jeta méthodiquement chaque pâtisserie dans la poubelle. Julien ne put retenir un hoquet de choc, ses petites mains tremblant sur sa sacoche. Pierre se tourna enfin vers lui. « Regarde bien. Gamin, dit-il avec une voix basse et tranchante. Ce genre de choses n'est pas pour des gens comme toi. Vous êtes fait pour observer, pas pour posséder. » Julien resta figé, ses yeux humides de larmes qu'il refusait de laisser couler. Ce n'était pas de la tristesse qu'il ressentait, mais une colère silencieuse et un sentiment de révolte naissant. Le garçon planta son regard dans celui de Pierre, jurant en silence qu'il prouverait à cet homme qu'il avait tort. Pierre quitta la boutique sans un regard en arrière, laissant derrière lui une pièce plongée dans un silence gêné. Julien, lui, resta un instant immobile devant la vitrine vide, puis serra ses poings avec détermination. « Un jour je te montrerai qui je suis vraiment », murmura-t-il à mi-voix comme une promesse à lui-même. Dans son bureau somptueux au sommet d'un immeuble du centre de Paris, Pierre Leclerc sirotait un verre de cognac, observant la ville, illuminée à travers une baie vitrée. De l'extérieur, tout dans sa vie semblait parfait, fortune, respect et pouvoir. Pourtant, derrière cette façade de succès se cachaient des souvenirs qu'il aurait préféré oublier. Né dans une famille modeste de la banlieue parisienne, Pierre n'avait rien du garçon confiant qu'il était devenu. Ses vêtements étaient souvent rapiécés, et ses chaussures, toujours trop petites ou trop usées. À l'école, il était une cible facile, un enfant timide, réservé, qui attirait les moqueries des autres. Il se souvenait encore du bruit, des rires dans la cour de récréation, des regards condescendants de ses camarades lorsqu'il arrivait avec son vieux cartable rafistolé. Un événement précis restait gravé dans sa mémoire. C'était un jour de printemps et une fête de classe avait été organisée. Tous les élèves devaient apporter quelque chose, un plat, une boisson ou même une simple décoration. Pierre était arrivé les mains vides, n'ayant rien à offrir. Lorsqu'un garçon de sa classe, le fils d'un homme d'affaires prospère, l'avait remarqué, il avait décidé de se moquer de lui devant tout le monde. « Pierre est tellement pauvre qu'il ne peut même pas partager un biscuit », avait-il crié, déclenchant un éclat de rire collectif. Ce jour-là, Pierre avait ressenti une honte si profonde qu'elle s'était ancrée dans son être. Mais au lieu de se laisser abattre, il avait transformé cette douleur en une résolution froide et implacable. Il avait juré que jamais plus, personne ne le regarderait avec condescendance. Au fil des ans, cette promesse était devenue son moteur. Adolescence difficile, emplois multiples, nuits passées à étudier les finances et les stratégies d'entreprise.
Pierre avait gravi les échelons à force de sacrifice et de détermination. Mais ce voyage avait un prix. Dans sa quête pour échapper à son passé, il avait construit des murs autour de lui, rejetant tout ce qui ressemblait à de la vulnérabilité ou de l'empathie. Chaque personne qu'il rencontrait devenait soit un allié temporaire, soit un obstacle à éliminer. Dans le monde des affaires, il était connu pour sa dureté et son absence totale de pitié. Mais cette carapace n'était qu'un mécanisme de défense, une manière d'enterrer le garçon humilié qu'il avait été. Assis dans son bureau, Pierre attrapa un vieux portefeuille rangé dans un tiroir de son bureau. À l'intérieur se trouvait une photo d'enfance, lui souriant timidement, debout à côté de sa mère devant leur petit appartement délabré. Il n'avait pas regardé cette image depuis des années. La vision du garçon qu'il était autrefois lui fit un effet étrange, presque douloureux. Ce gamin, il était faible, murmura Pierre, serrant la photo avant de la remettre dans le portefeuille. Je ne serai plus jamais lui. Pourtant, malgré tous ses efforts pour enterrer son passé, des fragments de cette vie qu'il voulait oublier refaisaient parfois surface, comme un miroir qu'il ne pouvait pas complètement éviter. Et ce garçon, qu'il avait croisé dans la pâtisserie avec ses yeux brillants d'admiration et de douleur, lui rappelait douloureusement ce qu'il avait été autrefois. Les rues de Paris, bien que souvent romantiques aux yeux des touristes, étaient pour Julien un terrain de bataille. Dès l'aube, il s'installait près d'une place animée, tenant une petite boîte en bois contenant des babioles qu'il vendait, boutons, fils colorés et parfois des jouets cassés qu'il avait réparés. Son sourire timide mais sincère attirait l'attention des passants mais peu s'arrêtait. Quand il le faisait, Julien s'assurait de toujours les remercier avec un respect qui semblait disproportionné pour un garçon de 10 ans. Chaque jour, Julien travaillait de longues heures, sachant que l'argent qu'il rapportait aiderait à payer les factures ou, au minimum, à acheter un peu de pain pour lui et sa mère. Sa mère, une couturière au talent remarquable, mais peu reconnue, passait ses journées à réparer des vêtements pour des voisins ou à confectionner des robes simples pour des clientes modestes. Elle s'inquiétait pour Julien. « Mon petit, tu es trop jeune pour porter ce poids. Tu devrais jouer, pas travailler comme un adulte. » Mais Julien secouait la tête avec détermination. « Maman, je ne joue pas. Je me prépare. Je vais changer. »« Novi, » disait-il, son ton calme mais chargé d'une conviction inébranlable. Le soir, lorsque Julien rentrait à leur modeste appartement, il passait des heures à lire. Les livres qu'il trouvait dans les poubelles ou dans des bibliothèques publiques devenaient ses trésors les plus précieux. Il avait un faible pour les ouvrages sur l'économie, les biographies de chefs d'entreprise et tout ce qui touchait à la stratégie. Bien qu'il ne comprenne pas tout au début, il s'efforçait de relire, de chercher des définitions et de faire des liens. Petit à petit, une compréhension se formait dans son esprit. Sa mère, bien que fière de son fils, ressentait une profonde tristesse en le regardant. Elle voyait en lui un enfant qui se battait pour grandir trop vite. Souvent, elle passait ses doigts dans ses cheveux avant de l'embrasser sur le front. « N'oublie jamais, Julien, que tu es aussi un enfant. Parfois, il est bon de rêver, de laisser les choses venir à leur rythme. » Mais Julien ne pouvait pas attendre. L'image de Pierre jetant les pâtisseries dans la poubelle hantait ses pensées. Chaque fois qu'il se sentait fatigué ou découragé, il revoyait cette scène et se souvenait de sa promesse. Prouver à cet homme et au monde qu'il valait plus que ce qu'il pensait. Un jour, alors qu'il fouillait dans une benne à ordures près d'une librairie fermée, Julien trouva un livre abîmé mais lisible intitulé « L'art de la stratégie ». Il l'emporta chez lui comme un trésor. Ce soir-là, à la lumière vacillante d'une lampe de poche, il découvrit des idées qui allaient transformer sa vision. Une bonne stratégie peut transformer les faibles en forts, lut-il à haute voix comme si les mots s'adressaient directement à lui. Peu à peu, Julien commença à appliquer ce qu'il apprenait dans son quotidien. Il réorganisait ses objets de manière plus attrayante, trouvait des moyens de négocier avec les passants et augmentait ses ventes. Bien qu'il ne gagne que quelques euros par jour, il voyait cela comme un début. Chaque pièce qu'il mettait de côté était une étape vers son objectif ultime. Pour Julien, la richesse ou le succès n'était pas une fin en soi. C'était un moyen de rendre justice à lui-même, de prouver que les circonstances ne définissent pas la valeur d'un individu. Sous la lumière douce d'un réverbère, Julien, assis sur une boîte en carton, murmura à lui-même « Ce n'est que le début. Je vais aller plus loin. »
La grande salle de conférence de l'Hôtel de Ville de Paris était un mélange d'élégance et de modernité. Les lustres en cristal suspendus au plafond illuminaient la pièce d'une lueur dorée, tandis que les tables circulaires en verre accueillaient des invités triés sur le volet. Les murs étaient ornés de portraits, de figures emblématiques de la ville, rappelant au présent qu'ils étaient au cœur de l'élite parisienne. Pierre Leclerc, au centre de cette effervescence, incarnait parfaitement l'autorité et le prestige. Debout sur une scène minimaliste mais imposante, il portait un costume gris anthracite qui semblait fait sur mesure pour sa posture rigide. Son regard balaya la foule avec une froide assurance, comme pour évaluer qui parmi eux méritait réellement d'être là. Cet événement, annoncé comme une révolution dans le monde des affaires, était le lancement d'un projet qui promettait de bouleverser le marché immobilier parisien. Les invités, investisseurs, entrepreneurs, journalistes et politiciens étaient venus non seulement pour entendre Pierre, mais aussi pour saisir une opportunité de se rapprocher de l'homme qui avait su transformer chaque idée en or. Alors qu'un brouhaha subtil parcourait la salle, Pierre tapota le micro pour attirer l'attention. Une fois le silence établi, il commença à parler d'une voix posée et autoritaire. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous ne parlons pas d'un simple projet. Nous parlons d'une vision, d'une opportunité qui définira l'avenir de cette ville. Ceux qui sauront saisir cette chance marcheront avec moi vers une nouvelle ère de prospérité. Ceux qui hésiteront, eh bien, ils regarderont de loin. » Un léger sourire narquois accompagna ces dernières paroles, provoquant des regards partagés dans la salle. Certains souriaient en retour, cherchant à s'attirer ses faveurs, tandis que d'autres baissaient les yeux, mal à l'aise face à sa condescendance. Pierre continua son discours en dévoilant les détails de son projet. Un plan ambitieux pour réaménager des quartiers en difficulté en centres commerciaux modernes et résidences de luxe. Les chiffres qu'il partageait étaient impressionnants, mais sa manière de les présenter laissait peu de place à l'humilité. Pour Pierre, il ne s'agissait pas seulement de vendre une idée, mais de démontrer sa supériorité. Alors qu'il concluait son discours sous des applaudissements contrôlés, Pierre descendit de la scène pour rejoindre une table réservée, où des investisseurs influents l'attendaient. La conversation s'orienta rapidement vers des discussions stratégiques. Mais Pierre ne pouvait s'empêcher de glisser des remarques dédaigneuses sur des projets concurrents qu'il considérait comme insignifiants. Cependant, au-delà de l'apparente maîtrise de Pierre, il y avait une tension latente. Chaque détail de l'événement, de la disposition des sièges à la qualité des amuse-bouches, avait été scrupuleusement organisé pour refléter son statut. Tout devait être parfait, car pour Pierre, toute faille, même infime, risquait de ternir l'image qu'il avait bâtie à grand prix. Alors qu'il s'adressait à un groupe d'invités, un serveur trébucha près de lui, renversant un plateau de coupe de champagne. Pierre se figea, son regard glacial se posant sur le jeune homme qui balbutia des excuses. « Incompétent », murmura Pierre assez fort pour être entendu. Le serveur, rouge de honte, s'éclipsa rapidement, laissant un silence gênant autour de la table. Pierre, quant à lui, reprit sa conversation comme si de rien n'était, ignorant les regards désapprobateurs qui s'échangeaient parmi les invités. Dans cette atmosphère d'opulence et de tension, Pierre se sentait dans son élément. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette soirée allait bientôt prendre une tournure inattendue. Alors que la conférence atteignait son apogée, les invités profitaient des discussions en petits groupes et des opportunités de réseautage. L'atmosphère était animée, mais tout restait strictement sous contrôle, comme Pierre aimait que les choses soient. Il surveillait tout de loin, assis à une table réservée, entouré d'investisseurs influents et de membres de la presse triés sur le volet. Cependant, un léger mouvement au fond de la salle attira l'attention. Un des organisateurs de Saint-Ouen, l'événement s'approcha précipitamment de Pierre, visiblement nerveux. « Monsieur Leclerc, il y a eu un changement de dernière minute dans le programme. Un jeune prodige local a été invité à présenter une solution économique innovante. Cela semblait aligné avec le thème de la conférence. » Pierre fronça les sourcils. « Qui a autorisé cela sans mon accord ?» L'organisateur hésita, sa voix tremblant légèrement. « Les sponsors principaux, monsieur. Il pensait que cela apporterait une perspective intéressante. » Pierre soupira avec agacement, mais il n'avait pas le temps de contester. On annonça alors l'entrée du prochain intervenant. « Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir un jeune esprit brillant, Julien Martin, qui va partager avec nous une idée révolutionnaire pour revitaliser l'économie locale. »
À ces mots, un garçon frêle mais déterminé monta sur scène. Julien portait une chemise légèrement trop grande pour lui, mais ses yeux pétillaient d'intelligence et de confiance. Il avait maintenant 12 ans, mais ses traits portaient la marque de la maturité gagnée à force de travail et de résilience. Pierre l'observa d'un regard perçant. Quelque chose dans la posture du garçon lui semblait familier, mais il ne parvenait pas à mettre le doigt dessus. Julien, de son côté, n'avait pas encore remarqué Pierre. Debout devant un public, composé de certaines des personnes les plus influentes de Paris, Julien respira profondément avant de commencer. Il parla avec une assurance impressionnante pour son âge. Sa présentation portait sur une solution simple, mais ingénieuse pour revitaliser les petites entreprises en difficulté. Un système de micro-investissement collaboratif basé sur des technologies accessibles à tous. Julien utilisa des métaphores percutantes et des exemples concrets tirés de sa propre observation de la vie de rue. Les grandes entreprises prospèrent en ignorant souvent les plus petites. Mais imaginez si chaque petite goutte d'eau contribuait à remplir un fleuve. C'est ainsi que les petites entreprises pourraient devenir la force motrice de notre économie locale. Le public écoutait avec attention, certains hochant la tête, impressionnés par la clarté et la pertinence de son idée. Les diapositives de sa présentation étaient simples mais efficaces, reflétant une préparation rigoureuse. Pierre cependant se redressa soudain dans sa chaise. Une image projetée à l'écran attira son attention, un graphique illustrant les inégalités économiques, où Julien avait ajouté une note personnelle. « J'ai vu des gens jeter ce que d'autres ne peuvent même pas rêver d'avoir. Mais ce n'est pas une fatalité, cela peut changer. » Ces mots frappèrent Pierre comme une gifle invisible, et lorsqu'il fixa le garçon un peu plus longtemps, la mémoire lui revint brutalement. C'était lui, le garçon de la pâtisserie. À cet instant, Julien détourna son regard vers Pierre et leurs yeux se croisèrent. Il y eut une étincelle de reconnaissance, mais Julien ne montra aucun signe d'émotion. Il continua sa présentation avec professionnalisme, bien qu'une détermination farouche brûlait derrière son calme apparent. Lorsque Julien conclut son discours, la salle éclata en applaudissements. Certains des investisseurs présents commencèrent immédiatement à discuter de la faisabilité de son idée, tandis que d'autres se dirigeaient déjà vers lui pour poser des questions. Pierre, quant à lui, resta figé, sa mâchoire serrée. Ce garçon qu'il avait autrefois humilié venait de captiver une salle remplie d'élites. Et pour la première fois depuis longtemps, Pierre se sentit ébranlé. Après sa présentation, Julien fut entouré par une foule de curieux et d'admirateurs. Investisseurs, journalistes et entrepreneurs cherchaient à en savoir plus sur son projet. Mais malgré leur enthousiasme, Julien gardait son calme, répondant avec une maturité déconcertante pour un garçon de son âge. Pierre observait la scène de loin, ses pensées tourbillonnant. Il n'avait jamais été confronté à quelque chose qui l'ébranle autant. Pourtant, il n'avait pas l'intention de se laisser troubler davantage. Alors que Julien terminait une discussion avec un investisseur, Pierre se leva et s'approcha avec une lenteur calculée. « C'est impressionnant », dit Pierre, attirant l'attention de Julien. Le garçon se tourna vers lui, ses yeux sombres fixant ceux de Pierre avec une intensité glaciale. « Monsieur Leclerc », répondit-il poliment, mais sans sourire. Pierre leva un sourcil, surpris que Julien connaisse son nom. « Tu as fait une belle démonstration, Julien. Mais je doute que de belles paroles suffisent pour transformer des rêves en réalité. » Julien croisa les bras, ses petites épaules droites, comme s'il avait attendu ce moment depuis des années. « C'est vrai, monsieur. Les paroles seules ne suffisent pas, mais les actions, elles, changent tout. » Pierre esquissa un sourire narquois. « Et quelles actions, précisément, as-tu prises pour te retrouver ici? Tu n'as rien de commun avec ceux qui assistent à ce genre d'événement. » Julien fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. « Vous avez raison. Je ne viens pas d'un monde de privilèges. Tout ce que j'ai accompli, je l'ai fait avec mes mains et ma volonté. Et je vais vous dire quelque chose. Monsieur, c'est grâce à des hommes comme vous que j'ai appris la valeur de la détermination. » Pierre fronça les sourcils, déconcerté par la hardiesse du garçon. Mais Julien continua, sa voix ferme et assurée. « Vous vous souvenez de la pâtisserie il y a 2 ans ?» demanda-t-il, son ton soudainement plus personnel. Le visage de Pierre se figea. Il ne répondit pas, mais Julien savait qu'il se souvenait. « Ce jour-là, vous m'avez humilié. Vous avez jeté ces pâtisseries dans une poubelle comme si elles ne valaient rien. Vous m'avez regardé et m'avez dit que je n'étais bon qu'à observer.
Julien fit une pause, ses yeux brûlants de colère contenue. « Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que ce moment a changé ma vie. Vous m'avez donné quelque chose de précieux, monsieur Leclerc, un objectif. » Pierre ouvrit la bouche pour répondre, mais Julien leva une main pour l'arrêter. « Laissez-moi finir. Vous m'avez appris que la honte peut être un carburant puissant. Vous m'avez poussé à devenir plus fort, à prouver que je vaux autant que n'importe qui dans cette pièce. Alors merci. » Ces derniers mots tombèrent comme une pierre dans le silence qui les entourait. Pierre, pour la première fois depuis des années, ne trouva rien à répondre. Julien le regarda un instant de plus, puis se détourna pour retourner, auprès des investisseurs. Mais avant de s'éloigner complètement, il se retourna une dernière fois. « Une dernière chose, monsieur Leclerc, ne sous-estimez jamais quelqu'un qui a quelque chose à prouver. » Pierre resta immobile, le regard fixé sur le dos du garçon qui s'éloignait. Autour de lui, le brouhaha reprit dans la salle, mais il ne l'entendait pas. Les mots de Julien résonnaient dans son esprit, brisant peu à peu les murs qu'il avait construits autour de son cœur. Pour la première fois, Pierre sentit un étrange mélange de honte et d'admiration. Ce garçon qu'il avait méprisé n'était pas seulement une surprise, il était une leçon vivante. Lorsque Pierre retourna chez lui ce soir-là, l'immense appartement qui surplombait les lumières scintillantes de Paris lui sembla vide. Habituellement, cet espace symbolisait son succès, un trophée de ses conquêtes dans le monde des affaires. Mais ce soir, il ne voyait qu'un lieu silencieux et froid, un écho de sa propre solitude. Il posa sa mallette en cuir sur une table de verre, déboutonna sa veste avec un soupir et se dirigea vers le bar. Son regard s'attarda sur une rangée de bouteilles alignées méticuleusement, mais il se détourna sans en prendre une. Cette fois, le cognac n'apaiserait pas ses pensées. Assis dans son fauteuil préféré, il fixa la ville à travers la baie vitrée. Le visage de Julien revenait sans cesse dans son esprit, accompagné de ces paroles « Vous m'avez donné un objectif. Vous m'avez appris que la honte peut être un carburant puissant. » Ces mots, prononcés avec une assurance et une maturité qui dépassaient l'âge du garçon, frappèrent en Pierre au plus profond de lui-même. Cela faisait des années qu'il n'avait pas permis à quelqu'un, surtout un enfant, de le défier ainsi. Il ferma les yeux et des souvenirs qu'il avait enterrés depuis longtemps remontèrent à la surface. Son enfance dans une banlieue grise, les vêtements rapiécés, les moqueries incessantes. Il se revoyait, jeune et fragile, marchant sous une pluie battante avec une mallette vide, essayant d'imaginer un avenir différent. Il se souvint du mépris dans les yeux de ceux qui avaient tout et ne partageaient rien. C'était ce mépris, pensa-t-il, qui l'avait poussé à devenir l'homme qu'il était aujourd'hui. Mais en entendant les paroles de Julien, une question qu'il avait toujours évitée s'insinua dans son esprit. Avait-il réellement gagné ou simplement changé de camp? Était-il devenu comme ceux qu'il avait méprisés autrefois? Cette pensée le tourmentait. Il se leva brusquement, incapable de rester assis. Il marcha jusqu'à une étagère où étaient exposées des photos de sa famille. Au centre, une image de lui et de son fils, Thomas, prise il y a plusieurs années. Pierre effleura le cadre du bout des doigts. Thomas. Il se rendit compte qu'il n'avait pas vu son fils depuis des semaines, ni même pensé à lui. Le garçon de 15 ans vivait dans un internat prestigieux, mais leur relation était presque inexistante. Chaque fois qu'ils se retrouvaient, leur conversation était courte, froide, formelle. Pierre prit son téléphone et ouvrit la messagerie. Les dernières discussions avec Thomas se limitaient à des informations pratiques. « Je t'ai transféré l'argent. Bon anniversaire. » Aucune chaleur, aucun lien véritable. Il sentit une étrange lourdeur peser sur sa poitrine. Était-il devenu si distant qu'il ne savait plus comment être père? Ses pensées le ramenèrent à Julien. Ce garçon avait une force intérieure qu'il admirait malgré lui, et cette force venait, il le savait, de l'amour qu'il portait à sa mère et de sa détermination à lui offrir une vie meilleure. Mais lui, Pierre, qu'avait-il offert à Thomas à part une carte bancaire et un nom prestigieux? Il passa une main sur son visage, fatigué. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, Pierre se sentit vulnérable. Il n'était pas seulement confronté à Julien, mais à lui-même, aux décisions qu'il avait prises, aux murs qu'il avait bâtis autour de lui. Il s'assit de nouveau, le regard perdu dans la nuit parisienne. Une question le hantait. Était-il trop tard pour changer? Dans les jours qui suivirent sa présentation à la conférence, Julien devint le sujet de nombreuses discussions dans les cercles influents de Paris.
Les investisseurs qui avaient assisté à son discours parlaient de lui comme d'un jeune prodige, un talent brut qui promettait de révolutionner les petites entreprises. À son modeste appartement, Julien continuait son quotidien de travail acharné. Rien dans son environnement n'avait encore changé, mais son téléphone, autrefois silencieux, commençait à vibrer régulièrement. Des emails et des appels arrivèrent de personnes qu'il n'aurait jamais imaginé atteindre. Un matin, alors qu'il était assis sur une vieille chaise en bois, un cahier ouvert devant lui, sa mère entra dans la pièce avec une lettre en main. Elle avait un sourire incertain. « Julien, c'est pour toi. » Il prit l'enveloppe avec précaution, le cœur battant. À l'intérieur, il trouva une invitation à un déjeuner privé organisé par l'un des investisseurs les plus influents de la conférence. Une note manuscrite l'accompagnait. « Votre idée est brillante. Discutons de son potentiel dans un cadre plus intime. Michel Dupont. » Julien montra la lettre à sa mère, qui l'embrassa sur le front, les larmes aux yeux. « Je savais que tu étais spécial, mon fils. Mais promets-moi une chose, reste toujours humble, quoi qu'il arrive. » Le jour du déjeuner, Julien enfila sa chemise la plus propre, la même qu'il avait portée pour sa présentation, et se rendit dans un restaurant chic du centre de Paris. En entrant, il fut frappé par le contraste entre ce lieu raffiné et les rues où il vendait autrefois ses babioles. Michel Dupont, un homme dans la cinquantaine avec un sourire chaleureux, l'accueillit d'une poignée de main ferme. Ils s'assirent à une table discrète et Julien fut surpris par la simplicité du ton de Michel. « Alors, Julien, parlez-moi de votre vision. D'où vient-elle » Julien parla avec passion, expliquant comment il avait observé l'effondrement des petites entreprises autour de lui et comment il croyait qu'un système collaboratif pouvait leur redonner vie. Michel l'écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps. « Vous avez une perspective rare, Julien, » dit-il finalement. « Beaucoup de gens voient des problèmes, mais peu trouvent des solutions. Je veux vous aider. » Cette simple déclaration marqua un tournant dans la vie de Julien. Avec le soutien financier et stratégique de Michel, il put développer davantage son idée. Il fut introduit à d'autres investisseurs, à des entrepreneurs et même à des universitaires qui l'aidèrent à affiner son projet. Pendant ce temps, Pierre suivait les nouvelles avec une curiosité grandissante. Bien qu'il n'ait pas cherché à contacter Julien depuis leur confrontation à la conférence, il ne pouvait ignorer le succès croissant du garçon. À chaque mention de son nom dans un article ou une discussion, Pierre ressentait un mélange de fierté involontaire et de jalousie. Lors d'un événement où Julien présentait son projet à un groupe d'élite, Pierre fit une rare apparition. Il resta dans l'ombre, observant de loin. Il vit Julien répondre à des questions difficiles avec une éloquence impressionnante, captivant encore une fois son auditoire. Après la présentation, Julien fut entouré par des admirateurs et des collaborateurs potentiels. Mais Pierre resta en retrait, une lutte intérieure visible dans son expression. Il voyait dans ce garçon non seulement un rival inattendu, mais aussi une version de lui-même qu'il aurait pu devenir s'il avait fait des choix différents. Ce soir-là, Julien rentra chez lui avec un sourire discret. Sa mère l'attendait, avec un plat simple qu'elle avait préparé, une rare célébration de leurs modestes moyens. « Tu es fier de toi, mon fils ?» demanda-t-elle en posant une assiette devant lui. Julien hocha la tête. « Pas encore. Mais je le serai, maman. Quand je pourrai t'offrir une vie, où tu n'auras plus à te soucier de rien. » Ces paroles, prononcées avec douceur, contenaient toute la force de sa détermination. Le bureau de Pierre était baigné par une lumière tamisée, un contraste avec l'agitation habituelle de ses journées. Assis à son bureau, il fixait un écran d'ordinateur qui affichait une nouvelle manchette « Julien Martin, le jeune prodige qui transforme l'économie locale ». L'article louait la créativité et la résilience de Julien, qualifiant son projet de révolutionnaire. Pierre soupira profondément, refermant lentement son ordinateur portable. Chaque mot qu'il avait lu semblait alourdir son cœur. Il savait qu'il ne pouvait plus fuir cette vérité. Il avait été l'un des moteurs de la douleur qui avait propulsé Julien. Pour la première fois depuis des années, il sentit le besoin de réparer quelque chose qu'il avait brisé. Le lendemain, Julien fut surpris lorsqu'il reçut un email inattendu. Une invitation à rencontrer Pierre Leclerc en personne. L'adresse indiquait un bureau dans le quartier chic de Paris, un lieu qui respirait le luxe. Julien hésita un moment, mais sa curiosité, ou peut-être sa volonté de confronter définitivement cet homme, l'emporta. À l'heure convenue, Julien arriva. La réceptionniste polie mais distante
le guida jusqu'à un bureau au sommet de l'immeuble. En entrant, Julien trouva Pierre debout près de la fenêtre, les mains croisées dans le dos, contemplant la ville en contrebas. « Merci d'être venu, Julien, » dit Pierre en se retournant. Julien inclina légèrement la tête, mais resta debout, méfiant. « Pourquoi m'avoir invité ?» Pierre inspira profondément, cherchant ses mots. « Parce que je te dois des excuses. » Le silence qui suivit fut presque palpable. Julien haussa un sourcil, surpris mais sans relâcher sa garde. Pierre continua, sa voix plus basse, presque tremblante. « Ce que j'ai fait ce jour-là à la pâtisserie, c'était impardonnable. J'étais arrogant, cruel et perdu. » Il fit une pause, cherchant le regard de Julien, mais le garçon resta impassible, attendant qu'il continue. « Je me suis construit une vie où la puissance et le contrôle étaient tout ce qui comptait. J'ai pensé que si je devenais intouchable, personne ne pourrait me blesser. Mais en te regardant aujourd'hui, je réalise combien j'ai eu tort. » Julien croisa les bras, le fixant avec intensité. « Vous réalisez ça maintenant parce que je suis devenu quelqu'un. Mais et si je n'avais jamais eu cette chance? Vous vous seriez souvenu de moi ou je serais resté un garçon anonyme que vous aviez écrasé. » Pierre serra les mâchoires, conscient de la véracité des paroles de Julien. « Tu as raison. Je ne mérite pas ton pardon, mais je veux essayer de réparer ce que j'ai fait. Pas pour alléger ma conscience, mais parce que tu le mérites. » Julien resta silencieux pendant un long moment, réfléchissant. Finalement, il parla, sa voix ferme mais posée. « Les excuses sont un début, monsieur Leclerc, mais elles ne suffisent pas. Si vous voulez vraiment changer, montrez-le. Pas à moi, mais au monde que vous avez méprisé. Faites quelque chose qui compte. » Pierre hocha lentement la tête. « Tu as raison, et je le ferai. » Il marcha jusqu'à son bureau et sortit un dossier qu'il tendit à Julien. « Voici ce que je propose. Je veux lancer un fonds d'investissement pour soutenir les jeunes talents comme toi, des gens qui viennent de milieux modestes, mais qui ont des idées brillantes. Je veux que tu sois à la tête de ce projet. » Julien ouvrit le dossier, parcourant rapidement les documents. L'idée était ambitieuse, mais elle avait du potentiel. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il, toujours sceptique. « Parce que tu es la preuve vivante que la persévérance et le talent peuvent surpasser les circonstances, et parce que je crois que tu sauras mieux que quiconque ce dont ces jeunes ont besoin. » Julien referma le dossier, mais ne donna pas sa réponse tout de suite. « Je vais y réfléchir, dit-il simplement. » Alors qu'il se levait pour partir, Pierre le retint d'un geste. « Julien, merci de m'avoir confronté à mes erreurs. Tu as été plus qu'une leçon pour moi. Tu es un rappel de ce que je pourrais encore devenir. » Julien resta silencieux un moment, puis hocha la tête. Sans un mot de plus, il quitta le bureau, laissant Pierre seul avec ses pensées. Quelques mois s'étaient écoulés depuis cette rencontre décisive entre Pierre et Julien. Beaucoup de choses avaient changé dans leurs vies respectives, mais aussi dans le paysage économique de Paris. Le projet que Pierre avait proposé à Julien était désormais une réalité. Le fonds Leclerc pour les talents émergents avait été lancé avec une cérémonie modeste mais émouvante. Julien, malgré ses réticences initiales, avait accepté le rôle de directeur du projet, non pas pour Pierre, mais pour les innombrables jeunes qui, comme lui autrefois, avaient des rêves qu'ils n'avaient pas les moyens de réaliser. À la tête de ce fonds, Julien travailla sans relâche, sélectionnant avec soin des candidats talentueux venant de milieux modestes. Chaque succès de ces jeunes devenait une victoire personnelle pour lui. Sa mère, désormais installée dans un appartement plus spacieux, regardait avec fierté son fils réaliser des choses qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Pierre, de son côté, changea de manière subtile, mais notable. Il devint un homme plus accessible, bien que toujours exigeant dans ses affaires. Il commença à chercher une vraie connexion avec son fils, Thomas, organisant des week-ends ensemble et apprenant à écouter ses aspirations. Leur relation restait fragile, mais pour la première fois, il voyait son fils non pas comme un héritier de son empire, mais comme un individu à part entière. Un jour, Julien se trouva devant la même pâtisserie où tout avait commencé. À travers la vitrine, il vit une collection de pâtisseries colorées, exactement comme celle qu'il avait regardée avec envie des années auparavant. Mais cette fois, les choses étaient différentes. Julien entra dans la boutique et acheta plusieurs boîtes de pâtisseries, payant sans hésitation. Il sortit et trouva un groupe d'enfants qui jouaient dans une petite place voisine. « Venez », dit-il avec un sourire. Il ouvrit les boîtes, révélant les gâteaux soigneusement décorés. « Prenez ce que vous voulez. »
Les enfants, d'abord hésitants, se précipitèrent avec des éclats de rire, leurs visages illuminés de joie. Julien les observa, un sourire calme sur ses lèvres. De l'autre côté de la rue, Pierre regardait la scène. Il était venu par hasard, mais le spectacle devant lui le toucha profondément. Il s'approcha lentement, ses mains dans les poches, et se tint à côté de Julien. « Alors, c'est ainsi que tu choisis d'utiliser ton succès ?» demanda-t-il avec une pointe d'ironie, mais son ton était doux. Julien haussa les épaules, sans quitter les enfants des yeux. « Pourquoi? Pas? Ce sont les petites choses qui comptent, non ?» Pierre resta silencieux un moment, observant les enfants déguster les pâtisseries. Finalement, il hocha la tête. « Tu as raison, ce sont les petites choses. » Ils restèrent là, côte à côte, partageant un moment de réflexion. Pierre posa une main sur l'épaule de Julien. « Tu m'as appris quelque chose, Julien. Tu m'as montré que le succès ne se mesure pas uniquement en chiffres. Merci. » Julien ne répondit pas immédiatement, mais il sentit une sincérité dans les mots de Pierre qu'il n'avait jamais perçue auparavant. Quelques mois plus tard, le Fonds Leclerc annonça son premier grand projet. Une académie pour les jeunes entrepreneurs, entièrement gratuite pour les participants sélectionnés. Julien dirigeait l'initiative, tandis que Pierre, en retrait, mais impliqué, fournissait les ressources nécessaires pour la faire fonctionner. Dans leurs trajectoires respectives, Julien et Pierre avaient trouvé un équilibre. L'un avait découvert la valeur du pardon et du dépassement de soi, tandis que l'autre avait appris que la vraie richesse réside dans l'impact que l'on a sur les autres. Dans les rues de Paris, les rumeurs sur Julien Martin, le garçon prodige qui avait défié l'impossible, continuèrent de se répandre. Mais pour Julien, tout cela importait peu. Ce qu'il chérissait vraiment, c'était de savoir que son parcours né d'une humilité imposée avait inspiré d'autres à croire en eux-mêmes. La dernière image de leur histoire était simple mais puissante. Julien et Pierre, debout devant une salle pleine de jeunes talents, prêts à leur offrir ce que la vie leur avait autrefois refusé. Ensemble, ils prouvaient qu'il n'était jamais trop tard pour changer, ni pour transformer ses erreurs en opportunités.